cicatrices graves au dos et à l'abdomen, chair absente, œil gonflé fermé, ecchymose de coups de batte et billes d'air comprimées dans l'œil. Voici les blessures qu'une femme aurait subies de la part de ces 5 personnes, alors qu'elle affirme avoir été torturée pendant des mois à l'intérieur de leur maison au Texas. Nous avons de toutes nouvelles informations dans cette affaire, notamment le fait que l'un des suspects aurait eu, enfant, une étrange fascination pour la fabrication d'un lit de clous. Ce à quoi nous ne nous attendions pas dans cette affaire, aussi bizarres et brutales que soient les accusations, c'est la façon dont les suspects affirment avoir leur version de l'histoire. Et je vais vous exposer tout cela. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Eh bien, la police d'Austin, au Texas, affirme qu'une femme a été retrouvée menottée à un appareil de musculation laissé à l'extérieur, nue de la taille jusqu'en bas. Elle aurait été traitée d'une manière telle que, si elle avait été un chien, les suspects dans cette affaire seraient poursuivis pour maltraitance animale. C'est à ce point grave. Et j'ai de toutes nouvelles informations dans cette affaire de maison de l'horreur que nous suivons ici à Law and Crime, y compris sur l'enfance de l'un des suspects. Il semblerait qu'il ait eu au moins une tendance inquiétante dès son plus jeune âge, selon sa grand-mère. Je vais y revenir dans un instant. Mais avant d'entrer dans cette partie, je veux vous présenter les nouveaux détails que nous avons dans une déclaration sous serment que Law and Crime vient tout juste de recevoir concernant cette affaire. Maintenant, cette histoire a commencé la veille d'Halloween. C'était le 30 octobre dans cette maison. C'est dans la partie sud d'Austin, au Texas, et vous pouvez voir que c'est une maison. Cela semble être une sorte de maison double ou une maison mobile, avec une grande clôture autour et de nombreux panneaux d'interdiction d'entrée. La police dit avoir reçu un appel au 911 signalant une personne en détresse devant la maison. Après avoir entendu les détails, dire cela est un euphémisme. La police déclare qu'à leur arrivée au domicile, ils ont vu, je cite, une femme noire portant un t-shirt gris, sans pantalon ni sous-vêtements, qui était menottée à un support de sac de frappe. Maintenant, imaginez être cet officier. Vous arrivez et vous trouvez cette femme à l'extérieur de la maison. La police indique que les menottes à ses poignets étaient tellement rouillées qu'ils n'ont pas pu les enlever. Ils ont dû appeler les pompiers pour les couper. Citation. Les menottes à ses poignets étaient visiblement serrées. Elles lui coupaient clairement la circulation et s'enfonçaient dans sa peau au point de provoquer des plaies ouvertes. La victime a affirmé avoir été menottée durant des mois. Maintenant, ce n'est que le début de ce que cette femme a dit qu'elle aurait traversé. La police affirme que la victime souffrait et qu'elle avait des cicatrices sur tout le torse, le dos et les jambes. Le côté gauche de sa bouche était enflé et elle ne pouvait ouvrir son œil droit. Elle présentait une lacération à la poitrine. Elle a affirmé qu'elle avait été touchée à plusieurs reprises par un homme et une femme avec une carabine à plomb. En fait, ils ont trouvé une bille dans son soutien-gorge, puis les médecins ont trouvé une bille dans son œil lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Voici pourquoi la victime affirme être dans cette situation. Je cite, « Elle était amie avec l'une des femmes de la maison et elle lui rendait visite de temps en temps, jusqu'au jour où elles ont décidé qu'elle ne l'aimait plus et ne lui ont plus permis de partir. » Maintenant, qui ferait prétendument quelque chose comme ça à une personne, quelqu'un qu'ils considéraient au moins à un moment de leur vie comme un ami? Selon la police, les suspects étaient encore dans la maison. Voici leurs photos d'identité. Les 5, plusieurs d'entre eux étant membres de la même famille. Et ils croyaient tous, d'après les entretiens qu'ils ont accordés à la police, que d'une certaine manière, ce traitement était acceptable. Selon l'un d'eux, il ne s'agissait que d'un malentendu. Parmi ces suspects, vous avez Michelle Garcia, âgée de 51 ans. Elle serait la grand-mère de la famille. Elle a 2 filles à la maison. Crystal Garcia, 21 ans, et Mash Carney, 32 ans. Le mari de Mash est Juan Pablo Castro. Et il y a aussi Maynard Lefavors. Il est un ami de la famille et a aussi fréquenté Crystal Garcia. Donc, vous pouvez voir que toutes ces personnes sont d'une certaine manière connectées ou liées. Mais la police les a séparés et a interrogé chacun des suspects. Et ici, pour la première fois, nous avons vraiment un aperçu de ce qu'ils pensent être leur version de l'histoire. Maintenant, selon le mandat d'arrêt, le premier suspect à être interrogé est Maché Carnet. Elijah, elle a dit à la police qu'elle ne pensait pas que ce qu'il faisait, que rien de tout cela n'était mal parce qu'ils empêchèrent simplement la victime de voler. Apparemment, dit-elle, c'était un problème dans le quartier. Carnet affirme qu'elle était amie avec cette victime depuis 12 ans et qu'ils ont en fait vécu avec la victime pendant une décennie.
Elle aurait ensuite reproché à la victime d'avoir eu des ennuis avec la police. Elle a déclaré que la victime avait déjà consulté des services de santé mentale à Austin et souffrait de bipolarité ainsi que d'autres troubles. Cardi aurait déclaré, je cite, les 2 dernières semaines, elle a retenu la victime avec des menottes dans le but d'empêcher la victime de s'enfuir et de commettre des vols. Maché Carnet a déclaré qu'elle gardait initialement la victime menottée dans la cuisine, mais qu'il y a environ une semaine, elle a commencé à menotter la victime à l'extérieur, dans la cour arrière, à cause de l'odeur d'urine provenant du fait que la victime se souillait. Au départ, Carnet a affirmé que la victime n'avait pas été atteinte par des plombs, déclarant pas tant que je suis là. Alors que nous continuons ici, il s'agit clairement d'un prétendu mensonge. Elle a également essayé d'expliquer à la police que la victime voulait cela. Elle, je cite, ne pensait pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal à menotter la victime, en raison du fait que certaines personnes le font pour le plaisir et que certaines personnes aiment être coquines au lit la nuit. Et puisque c'était la nuit, lorsque la victime a été menottée, c'était acceptable. Fin de citation. Maintenant, la police a ensuite interrogé la mère de Carnet, Michelle Garcia, qui a précisé que la victime souffrait de troubles mentaux. Elle aurait admis à la police que c'est elle qui a eu l'idée de menotter cette victime, car il ne voulait visiblement pas que la victime circule librement dans le quartier, parce qu'ils auraient de honte de la victime. Maintenant, Garcia a dit à la police qu'elle avait commencé à menotter la victime au support de boxe il y a 2 à 3 mois et que la victime le voulait. Pourtant, la victime, je cite, s'est échappée des menottes. Garcia a menotté la victime au support, les mains derrière elle, en position debout. Elle n'a également donné à la victime qu'une seule assiette de nourriture par jour au dîner, parce que Garcia pensait que la victime était, je cite, enrobée. Et si la victime voulait le petit déjeuner ou le déjeuner, elle pouvait, je cite, fouiller dans les poubelles. Ensuite, il y a l'autre fille de Garcia, Crystal. Maintenant, elle a dit à la police qu'après qu'on lui ait lu ses droits, les droits Miranda, que la victime avait effectivement des problèmes de santé mentale et qu'elle avait déjà été expulsée de la maison par le passé. Mais ils ont décidé de laisser la victime rester à la maison tant qu'elle consentait à être menottée, afin qu'elle ne vole pas des choses. Elle a également admis plus tard qu'elle n'était pas sûre à 100% que la victime pouvait consentir, compte tenu de son état mental, à ce type de mauvais traitement. Prétendument, elle a aussi déclaré à la police que la victime serait menottée dès 22 heures, toute la nuit jusqu'à 10 heures du matin, ou 11 heures le lendemain matin. D'abord, elle a nié savoir comment la victime avait été blessée, puis elle a admis que plusieurs personnes étaient prétendument responsables. Elle aurait admis que la victime semblait ne pas être prise en charge, négligée et avait besoin de soins médicaux. Elle a demandé au détective d'écrire les noms de la famille sur un papier, puis a désigné les responsables du doigt. Et cela nous amène à Juan Pablo Castro, le mari de Mach Carnet, qui a déclaré que la victime n'avait pas été touchée par le pistolet à plomb, parce qu'elle n'aurait jamais permis que cela arrive. Citation à voir maintenant. Dans son interview, Juan Pablo Castro a déclaré que tout cela n'était qu'un grand malentendu, que tout pouvait s'expliquer. Il semble avoir tenté de l'expliquer. À vous de juger s'il l'a bien fait. Juan Pablo Castro a dit que l'achat des menottes était son idée pour éviter que la victime vole. Les enquêteurs l'ont interrogé sur un pistolet à plomb qu'il a affirmé avoir acheté. Citation, Juan Pablo Castro a déclaré qu'il utilisait ses mains pour pousser, bousculer et déplacer la victime. Mais il est tellement dégoûté par elle qu'il ne veut même pas la toucher. Juan Pablo Castro a déclaré que souvent, en rentrant du travail le soir, il voyait la victime dans la cour en passant par le portail jusqu'à la porte. Juan Pablo Castro a dit qu'il allait dans son placard prendre le pistolet à plomb puis sortait tirer sur la victime. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il faisait cela, il a déclaré, je cite, je la déteste, putain. Juan Pablo Castro a reconnu avoir poursuivi la victime dans la cour, lui tirant dessus avec un pistolet à plomb automatique jusqu'à ce qu'elle se recroqueville dans un coin. C'est terrifiant, a également déclaré Castro, je cite, j'avoue lui avoir tiré dessus alors qu'elle était menottée. Fin de citation. C'est la personne qui croyait que tout cela n'était qu'un grand malentendu. Maintenant, la dernière personne parmi les 5 suspects interrogés par la police est un ami de la famille, également identifié comme le petit ami de Crystal Garcia, Ménard Lefavre. Au début, la police rapporte qu'il a dit que les menottes étaient à la victime, puis il a changé d'avis. Il a reconnu être le dernier à l'avoir attachée la nuit avant que la police ne découvre la victime. Ménard Lefavre a reconnu avoir dû maîtriser physiquement la victime à plusieurs reprises. Il le faisait en la saisissant et en la déplaçant ou en la poussant sur le côté.
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait vu la victime se faire tirer dessus avec le pistolet à plomb, Ménard Lefavre a admis l'avoir vu plusieurs fois et que chaque adulte avait tiré sur la victime à un moment donné. Ménard Lefavre a déclaré que la victime avait été touchée à plusieurs reprises comme moyen de dissuasion contre un comportement violent. Il convient de noter que à aucun moment, lors d'autres entretiens, le comportement de la victime n'a été décrit comme violent. La victime a déclaré à la police que Ménard l'avait frappée avec une batte, la touchant au niveau du foie, de l'estomac et des jambes. Ménard et les autres auraient chacun tiré sur la victime avec l'arme à feu, selon elle. Nous en savons plus sur Ménard Lefavre après l'entretien de sa grand-mère avec le New York Post. Et elle a admis que d'une part, elle n'avait pas parlé à son petit-fils depuis 2 ans. Elle explique cela par des problèmes avec son fils, le père de Ménard. Mais elle dit que Ménard avait un intérêt assez bizarre quand il était enfant, parce qu'il aimait collectionner des punaises pour créer un lit de pointe pour des tours de magie. Je cite, quand nous parlions, la seule chose qu'il m'ait jamais demandé, c'était des punaises pour un lit de clous qu'il fabriquerait lui-même, ce que je trouvais étrange. C'est ce qu'elle a déclaré au New York Post maintenant. La police dit aussi qu'il y avait 3 enfants dans la maison. Et c'est incroyablement triste de penser à ce qu'ils ont pu voir, y compris un enfant de 4 ans qui a parlé d'avoir vu le pistolet à plomb et d'avoir été témoin de certains des abus présumés sur cette victime à l'intérieur de la maison lors d'un entretien médico-légal. Selon la police, tous les enfants sont sous la garde de l'État. Selon les dossiers judiciaires en ligne, les 5 suspects sont désormais accusés d'enlèvement aggravé au premier degré, d'agression aggravée avec arme mortelle, de blessures à une personne âgée ou handicapée et de séquestration illégale. La caution de tous les suspects a été fixée à 300 000 dollars. Bien sûr, il y a énormément de questions dans cette histoire concernant l'identité de la victime. Mais le nom de la victime est protégé par les forces de l'ordre tant que l'enquête se poursuit. Restez avec nous. Nous en discutons maintenant avec David Starney, ex-détective du New York Police Department, heureux de vous accueillir sur Law and Crime. Et nous avons parlé de nombreux cas troublants dans cette émission. Mais celui-ci, à chaque ligne de ce mandat d'arrêt, c'est tout simplement sidérant. Je ne sais même pas par où commencer avec les accusations contre ces 5 personnes. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette affaire en... Eh bien, merci de m'avoir invité. Et il faut voir les choses sous cet angle. Apparemment, cela durait depuis des mois, ce qui est encore plus fou. C'est au-delà de tout. La chance, c'est que quelqu'un a appelé, quelqu'un a enfin signalé cette femme. Et quand la police est arrivée, tu sais, j'étais le premier intervenant. Tu vois une femme, tu sais, pratiquement enchaînée et tu es choqué, tu te demandes ce qui se passe. Cette partie-là, tout ce que tu veux, c'est la sortir de là, la détacher de ça. Tu vois ses blessures, tu vois tout ça, tu veux la détacher de ça. Et ils n'ont pas pu le faire parce que les menottes, elles étaient tellement rouillées et dans un état tellement dégoûtant. Alors ils ont dû littéralement les faire couper et la faire libérer. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que pendant que tout cela se passe, les personnes qu'elle finira par accuser d'avoir fait ça sortent du bâtiment. Comme si c'était un truc banal d'un mardi après-midi. Et ça dépasse l'entendement. Ce qu'ils ont fait et ce dont ils sont accusés. Et c'est vraiment ça, au final. Quand on prend ce genre d'affaires, on veut s'assurer qu'on a bien une victime. Mais la victime dira tout. Et il faut s'assurer d'avoir tout le monde. Vous savez, si elle dit qu'ils ont tous fait ça, il faut s'assurer d'identifier ce que chaque personne a fait pendant ce temps. Qu'elle affirme que ses blessures ont eu lieu, qu'elle a été touchée par un pistolet à plomb, qu'elle a été enchaînée, qu'elle a été ligotée, qu'elle a été frappée, qu'elle a été battue. Je veux dire, c'est une affaire sérieuse, mais il faut s'assurer de tout faire correctement au fur et à mesure que l'enquêteur avance. Oui, et on ne connaît pas l'âge de cette femme, c'est une adulte. Il est clair, simplement d'après les entretiens avec les suspects, qu'elle a des problèmes de santé mentale. Je sais qu'un suspect avait mentionné qu'elle était en contact avec un groupe de crise en santé mentale. C'était à Austin, au Texas, dans le passé. Et il y a tout ça. Mais aussi, tu sais, en tant que policier, je veux dire, tu essaies de comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que cette femme était attachée, soi-disant, à un support de sac de boxe, nu à partir de la taille, dehors, un jour qui était plutôt froid selon les standards du Texas. Mais ensuite, ouais, dans les entretiens, c'était incroyable de lire que chaque suspect ne semblait pas vraiment avoir de problème avec leur comportement en traitant cette femme, franchement, comme un animal, selon les allégations. Oui, et c'est là que tu commences à regarder ça.
Tout d'abord, quand tu reçois les déclarations, les allégations faites par la victime, tu es choqué par ça. Tu te dis, comment est-ce possible? Comment pas seulement une personne, mais plusieurs personnes, toute une famille et un ami peuvent-ils être impliqués là-dedans? Donc, quand tu as tout fait, tu figes ça, tu figes. Tu dis toujours, tu figes la scène. Tu trouves l'endroit, mets tout le monde en voiture, les ramènes au commissariat et les gardes séparés. Ils lisent les droits Miranda, car ils sont en garde à vue. Ils posent aussi des questions sur les faits. Et pour les détectives, ils ne voyaient rien de mal dans ce qu'ils avaient fait. Et c'est ça, tu vois. C'est bénéfique. En ce qui concerne la partie de l'accusation, parce que nous avons des gens qui font des aveux directs. Oui, j'ai tiré sur elle avec le pistolet à plomb. Oui, je l'ai attachée. Oui, nous avons fait ça. Oui, nous ne lui avons donné à manger qu'une seule fois par jour parce qu'elle devenait potelée. Et puis, savoir qu'il connaissait cette femme depuis longtemps, depuis près de 10 ans. Et la dichotomie entre le fait que la victime dit qu'elle les connaissait depuis longtemps, mais apparemment elle vivait avec eux depuis plusieurs années. Et puis tout à coup, il s'est passé quelque chose entre la famille et elle où ils se sont retournés contre elle. Et ils ont pensé, maintenant attaquons-la, punissons-la pour ce que nous pensons qu'elle fait de mal dans le quartier. Encore une fois, tu n'as rien de concret, mais de toute façon, ce n'est pas à eux de punir quelqu'un. C'est une femme adulte, et la punition ne devrait pas être celle-ci. S'ils ont affirmé qu'elle avait des problèmes de santé mentale, alors il faut lui apporter l'aide dont elle a besoin. On ne l'attache pas, ne lui tire pas dessus avec des pistolets à billes, ni ne la punit en limitant ses repas. Pendant que les enquêteurs agissent, je vous assure qu'ils interrogent toutes ces personnes en même temps que vous suivez cet interrogatoire. Ça vous sidère, c'est comme si vous étiez surpris, vous hochez simplement la tête et vous dites et vous voulez simplement obtenir toutes les preuves possibles et extraire un maximum d'informations de chaque personne. Le pire, c'est que les enfants étaient dans la maison et savaient aussi ce qui se passait. Ils ont peut-être été témoins, sinon auditifs, du moins oculaires de ce qui se passait dans cette maison. Ce qui est, c'est incroyable, incroyable. Et étonnamment, elle n'est pas morte. Ouais, je veux dire, et tu sais, qui sait comment ça aurait pu finir si les gens n'avaient pas été alertés? Les autorités n'ont pas été alertées à ce sujet. Tu sais, et pour en revenir aux enfants qui étaient dans la maison, il y a un enfant de 4 ans qui a été interrogé selon les documents d'arrestation. Le garçon de 4 ans est-il le fils de Juan Castro? C'est ce qu'affirme la police. Qui était la personne qui avait le pistolet à plomb et qui aurait tiré plusieurs fois sur cette femme? Imaginez un enfant de 4 ans assistant à cela dans la maison, c'est vraiment horrible. Un avocat de la défense va-t-il venir ici pour examiner cela et plaider le consentement? Que cette femme, vous savez, chacun a ses propres choses chez soi, mais la vérité, c'est que cette femme avait apparemment des problèmes avec la loi. Elle avait des soucis mentaux, apparemment bipolaires selon les personnes sur place. Et elle a consenti aux conditions pour lesquelles elle recevrait cette punition. Ils ont dit, si tu veux rester, on t'attachera avec des menottes. Ce serait difficile, tu sais. Un jury sera déjà choqué en lisant les documents d'arrestation si l'affaire va au procès. Mais comment analyses-tu cette affaire, sachant qu'il s'agit d'un adulte? Et si les gens dans la maison sont capables de dire ça, elle aurait pu simplement partir, mais elle ne l'a pas fait. Elle a consenti à rester dans la maison et elle a eu ce qu'elle voulait. Je ne défends pas cela. Je dis juste que ce type d'argument a déjà été utilisé. Oui, on en a parlé. J'en parle avec mes étudiants à l'université à propos des moyens de défense. Ils vont dire qu'elle a consenti à tout ça, mais c'est pour ça que l'enquête doit vraiment tout documenter. Documenter les blessures, documenter les déclarations qu'elle fait. Et si elle n'était pas pleinement consciente, elle a peut-être accepté parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Nous ne savons pas dans quel état d'esprit elle est, nous ne connaissons pas son état mental. Ils disent bipolaire, mais on ignore si elle a été diagnostiquée ou non. Vous savez, je ne suis pas un expert en psychologie, mais il y a beaucoup de possibilités où cette femme avait peut-être de sérieux problèmes. Et ils l'ont simplement convaincue que c'était la meilleure façon de faire. Parce que, vous savez, cela a été fait alors qu'il y avait des enfants autour. Ils pensent que c'est normal, mais ils ne sont ni le juge, ni le jury, ni l'exécuteur de ce qui se passe. Avec cette enquête, j'espère que chaque photo sera prise et que les déclarations des médecins seront recueillies. S'exprime-t-il de façon volontaire et éclairée? C'est là que cela intervient. Nous pensions que c'était acceptable. Ensuite, il pouvait attaquer. Vous savez, j'espère que les interrogatoires sont bien menés et solides, surtout vu les blessures. Et apparemment, cela dure depuis plusieurs mois. Et maintenant, un seul coup de téléphone. La question est de savoir s'il y a eu plusieurs appels à cette maison. Et si les services sociaux étaient impliqués, sont-ils allés à la résidence?
Donc, s'ils affirment avoir été en contact avec eux, ce sont des éléments que l'accusation va examiner. Arrêter des suspects ne clôt pas l'affaire. Il faut poursuivre l'enquête et présenter de nombreuses preuves pour établir leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Avons-nous assez d'arrestations pour le moment? Oui. Pouvons-nous poursuivre l'affaire? Oui. Pouvons-nous convaincre un jury, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils ont enlevé cette personne et causé ses blessures? En connaissance de cause, et ils l'ont fait. Ils disent qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils affirment simplement qu'elle y a consenti. Donc, les enquêteurs vont chercher n'importe quel élément, tout antécédent concernant la victime, tout antécédent d'appel au 911, les appels 311 dans la zone, tout appel à l'aide, toute visite d'associés en santé mentale. Et s'il y en a, quelle documentation ont-ils à ce sujet pour pouvoir dire oui, c'est ce qui s'est passé, non, ce n'est pas ce qui s'est passé? Ne connaissant pas l'état de la maison, nous ignorons celui des enfants. Mais apparemment, tout le monde semble bien nourri, du moins les adultes le sont. Nous voyons la photo de la victime, ce qui est normal, car la victime est la victime. Nous n'avons pas à l'exposer maintenant, cela viendra à l'accusation. Mais il y a tellement d'éléments ici que vous pouvez convaincre un jury, mais vous voulez être sûr, aucune défense. Rien ne justifie ce qu'ils ont fait à cette femme. Il n'y a aucune explication. Personne ne peut consentir aux blessures qu'elle a subies. La continuité. Le menottage continue, le fait de la laisser dehors en permanence. Son pantalon tombait, alors ils l'ont laissé dehors. Et ils l'ont laissé dehors pendant des heures dans le froid en pensant que c'était normal. On ne traiterait même pas un chien ainsi. Non, je veux dire, si c'était un animal attaché des mois à un support de sac de boxe, ce serait clairement de la cruauté envers les animaux. Je veux dire, je voudrais juste lire certaines des blessures physiques qu'elle a subies. De larges morceaux de chair manqués au poignet droit, à la main gauche et au pied gauche. Les deux poignets sont enflés, avec des marques compatibles avec une contention. Une droit enflé et fermé, large cicatrice sur la poitrine gauche. Échymose et peau déchirée dans le dos, causée par des coups présumés de batte. Et puis le scanner montre un projectile de la taille d'une bille logé dans l'œil droit. C'est impossible que quelqu'un puisse consentir à ça. On dirait que ce serait le procureur. Tu dis ça à un jury, et là la défense du «elle a consenti à ça» s'effondre complètement. T'as déjà vu ça? Parce qu'on a déjà évoqué certaines de ces affaires, hein, affaires où quelqu'un est retrouvé, soi-disant enchaîné ou retenu dans une maison. Et dans votre carrière, avez-vous déjà répondu à ce genre de situation? Nous avons eu un incident de ce genre, peut-être il y a des années. Nous avons eu un décès constaté. J'ai enquêté sur un décès constaté, où en fait, c'était une situation bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, où cette personne avait consenti à être attachée et suspendue par une dominatrice. C'était une affaire horrible. Je ne l'ai pas suivie, nous avons juste fait quelques démarches, puis un détective a pris le relais. Mais cette situation, vous savez, a-t-elle... Il y avait peut-être le consentement pour être attaché, mais pas le consentement pour être laissé seul et mourir. Et c'est ce qui semble être arrivé à cette personne. Cela s'est produit il y a de nombreuses années. Mais nous avons vu, vous savez, nous avons eu des enfants qui ont été enfermés ou attachés à un radiateur, menottés pour les empêcher de sortir. Vous savez, il y a des lois contre ça, et c'est un crime. Vous savez, c'est de la mise en danger. Ce qu'ils ont fait à cette personne, avec ou sans consentement, juste pour encadrer. Ces blessures, non seulement ça, mais est-ce que ces blessures ont été soignées? Parce que vous savez, vous obtenez le E. On ne voit pas encore les photos. Et cela sortira pendant ce procès, quand un procès aura lieu, s'il y a un procès, s'il plaide coupable, peu importe ce que ce sera, mais vous aurez les photos. Et si cela montre qu'il y a eu négligence dans la prise en charge des blessures, on ne peut pas dire que c'est du consentement. Si elle avait demandé de l'aide, ce serait simplement « Peux-tu t'occuper de ça ?» Je n'ai jamais vu personne consentir à ce type d'attaque ou d'agression à ce niveau. Il peut y avoir des cas de rapports intimes brutaux, mais comme ça, non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été touché plusieurs fois par des pistolets à plomb. Pourchassé, battu et attaché toute la nuit au milieu d'une cour. Et aussi attaché, parfois avec les mains dans le dos pendant des heures. Et que les 5 personnes qui font face à des accusations étaient apparemment toutes d'accord, il semble que tout le monde dans cette maison pensait que c'était acceptable. C'est incroyable d'avoir autant de personnes qui seraient aussi moralement déviantes. Comment? Dans ces cas-là, je sais qu'on ne comprend jamais vraiment pas, mais dans des affaires comme celle-ci, où je veux dire, je ne cette femme était censée être amie avec un suspect depuis 10 ans. Elle avait eu des problèmes. La victime avait déjà eu des démêlés avec la justice.
Mais comment des personnes comme ça finissent-elles par passer entre les mailles du filet? Parce qu'à un moment donné, elles avaient des amis, elles avaient des gens autour d'elles, elles avaient potentiellement des parents dans leur vie, et puis elles disparaissent, tout simplement. Il s'avère que j'ai été retenu contre ma volonté pendant des mois dans une maison à Austin, Texas. Comme nous l'avons vu, certaines personnes ont été retenues contre leur gré, parfois pendant de longues périodes. Et il y a ces questions, où est passée la personne et pourquoi personne n'a-t-il demandé où elle était? Oui, c'est pourquoi on ignore l'âge de la femme, son passé, ses liens familiaux ou amicaux et son lieu de vie réel. Parce qu'apparemment, elle séjournait aussi chez eux, et là aussi, c'est assez flou à son sujet. Concernant la victime, avant l'incident, on ne connaît pas vraiment toute son histoire. Ils disent qu'elle, vous savez, qu'elle volait chez les voisins et que c'est la raison pour laquelle. Donc évidemment, ça va donner du crédit aux enquêteurs. S'ils disent ça, il faut que tu ailles réfuter ou confirmer ce que ces accusés disent lors de leur interrogatoire. S'ils disent qu'elle vole chez les voisins, tu vas demander dans le quartier, elle vous a volé quelque chose? Parce que tu veux soit réfuter, soit vérifier ce que tu dis, même s'ils confirment qu'elle vole des gens. Ils ne sont pas responsables, ils ne peuvent pas. Ils sont coupables d'avoir retenu quelqu'un contre sa volonté, même s'ils prétendent le contraire. Elle savait ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle ne savait pas où aller, et c'est ça qu'on ne sait vraiment pas. Sa vie, là où elle vivait, apparemment elle vivait avec eux à un certain moment. Parfois ce n'était pas le cas. Nous ne savons pas quel est son facteur résidentiel, si elle a de la famille, des amis ou quoi que ce soit de ce genre. Des personnes passent-elles entre les mailles du filet? Malheureusement, cela arrive souvent. Des gens disparaissent sans que personne ne sache qui ils sont. Elle aurait pu tomber dans cette situation, dans l'inconnu. À l'époque, elle aurait été une femme inconnue. Au fur et à mesure que l'enquête avance, de nouvelles informations apparaissent. Vous pourriez en apprendre davantage sur elle. Mais vous savez, est-ce que cela arrive à des gens dont on n'entendra plus jamais parler? Oui, et c'est la partie la plus triste de tout cela. Des gens disparaissent tout le temps et ne sont jamais retrouvés. Oui, et c'est, vous savez, j'espère que dans ce cas, maintenant, vous savez. Elle peut se rétablir physiquement parce que ses blessures sont vraiment brutales à lire. Euh, mais j'espère aussi qu'elle recevra les soins de santé mentale dont elle a apparemment besoin. Même d'après ce que les personnes à l'intérieur de la maison ont dit sur les difficultés que cette femme a rencontrées, elle était certainement dans une situation terrible à l'intérieur de cette maison à Austin. L'ancien détective du New York Police Department à la retraite, David Sarny. Ravi de vous accueillir sur Law and Crime. Merci d'être là pour cette affaire. Merci beaucoup et prenez soin de vous. C'est tout pour cette affaire de Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.